Yes, nous sommes live. Bonsoir et bonjour à tous. Ici c'est Nadi et Serge Kinembe du JCTUM LTD et bienvenue dans notre émission weekly. C'est le Bitwenco, donc le Bitcoin et blockchain news et commentaires avec nous ici depuis le JCTUM LTD. Donc Nadi, bonsoir. Oui, bonsoir Serge et bonsoir la communauté. Donc nous voilà à nouveau pour commenter les gros titres de la semaine. Donc on commence? Yes, c'est parti quand tu veux. On sent un léger retour de la volatilité dans le crypto market. Le Bitcoin se maintient au-dessus du niveau des 8 000 $. Les politiciens exercent de la pression sur les membres de l'association Libra, Visa, Mastercard, Stripe. Tu étais impliqué dans le pump du BTC en 2017-2018. Yes, donc là, ouais, d'entrée de jeu, il se passe pas mal de choses. Donc là, on doit revenir un peu sur les lieux du crime, savoir qu'est-ce qui s'est passé. Market cap des cryptos super haute. On perfore les 260 milliards de dollars, on tombe aux 210 milliards de dollars, on récupère les 220, on rebaisse et on est monté rapidement dans les dernières 48 heures plus ou moins. On a vu qu'on a atteint les 232 milliards de market cap et maintenant on est replongé en dessous. Donc on a vu un BTC, donc là par rapport au BTC, c'est le BTC dans la zone des 10 000, perforer les 9 500, perforer les 8 000, tomber aux 7 700, reprendre les 8 500, revenir retester les 8 000, monter rapidement aux 8 700 $ qu'on a vu dernièrement. Et maintenant, comme vous voyez à l'écran en performance weekly, c'est retester la zone des 8 300, 8 200. Donc voilà en gros tout ce qui s'est passé dernièrement. Donc on voit pas mal de volatilité dernièrement. On pensait voir un BTC qui aurait pu se maintenir et récupérer des niveaux, donc là les 9 000, 9 500 et pourquoi pas retester les anciennes résistances, donc 9 500 et 10 000. D'un autre côté, maintenant, lorsqu'on regarde un peu ce qui se passe dans tout l'écosystème, on va du côté des régulateurs et on voit quoi? Bon, on voit maintenant qu'il y a toujours de la pression qui est exercée sur Facebook et vis-à-vis du projet Libra. On a vu dernièrement le retrait, on va dire qu'on a PayPal qui prend du recul et maintenant il y a des lettres une lettre qui a été écrite par des politiciens et ils l'ont envoyé aux membres de l'association Libra, donc notamment Visa, Mastercard, Stripe et encore d'autres. Donc il y a beaucoup de membres et leur demandant de reconsidérer leur participation à ce projet et réellement, comment dirais-je, de prendre le temps d'être beaucoup plus exigeant vis-à-vis de Facebook et réellement qu'on ait beaucoup plus d'informations. Donc là, voilà en gros ce qui est fait. Et d'un autre côté, il y a eu Tether qui continue toujours. Donc là, ça fait déjà quelques temps qu'on avait vu le procureur général de New York attaquer la boîte Bitfinex, Itfinex et ceux qui sont en train d'émettre le Tether pour réellement savoir ce qui se passe avec la malversation et la malappropriation et l'utilisation des fonds clients mélangés aux fonds de l'entreprise. Et d'un autre côté, on voit qu'il y a des rapports indépendants qui ont été faits et on suggère donc la conclusion aurait été que Tether aurait imprimé des faux USDT et que cela aurait aidé à pumper les prix du Bitcoin principalement en fin 2017, début 2018, donc lorsqu'on a eu un Bitcoin aux 20 000. Donc ça, c'est une news qui est sortie dernièrement. Maintenant, on va voir le rapport, voir tout ce qui est tout ce qu'il contient. Mais néanmoins, c'est quelque chose de super négatif. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte, on va dire, si je peux dire ça comme ça, des faux volumes. Et maintenant, quelle est l'issue? Quel est l'impact réellement qu'on devrait avoir dans tout ce qui est crypto? Donc, la hausse qu'on a eue, les volumes qu'on a eus et tout ce qui s'est passé depuis lors, ça fait quoi? Quel est l'impact réellement qu'on va avoir dans l'écosystème crypto? Et vu que pour le moment, le marché ne réagit pas spécialement par rapport à cela, mais c'est quelque chose qu'on garde, comment dirais-je, on garde un œil dessus. Pourquoi? Parce qu'à tout moment, il peut y avoir un élément qui propulse réellement le marché bien plus bas. Donc voilà, en gros, pour notre point introductif, ce qu'on pouvait commenter dans ce premier tour de table. Donc Nadi, s'il te plaît, on poursuit. Crypto écosystème au 12 octobre 2019 weekly. Yes, donc là, numéro 1, comme on voit, la dominance du BTC dans la zone des 67%. On voit, ce que vous voyez à l'écran, c'est la performance weekly. Donc, il y a une semaine très timide et très mitigée. Donc, il y a des cryptos qui se sont repris, mais vous voyez, de manière très faible. Donc, BTC, un petit 2%, ETH aussi un tout petit 2%, XRP qui n'a pas récupéré les 30 cents, mais qui a quand même repris un petit 6%, le BNB qui était faible, zone des 15 $, reprendre plus ou moins les 16 $, flirter avec les 17 $. Litecoin, très mauvaise performance par contre. D'un autre côté, on a le BCH qui ne s'est pas repris, le BSV qui ne s'est pas repris, malgré la CoinGeek Conference à Séoul, donc en Corée du Sud. Et d'un autre côté, pas mal de RC20, comme on voit aussi, c'est très mitigé, donc c'est du 50-50. D'un autre côté, on regarde la market cap. Rappelez-vous, comme je l'ai dit au début d'émission, on avait les 232 milliards. Là, on a chuté dans la zone des 225-226 milliards de dollars. Donc, voilà plus ou moins, moins, ce qu'on peut constater pour cette semaine-ci. Donc, Nadi, s'il te plaît, la suite. Donc, la suite. 232 milliards, donc 225 milliards de dollars. Donc, voilà plus ou moins ce qu'on peut constater pour cette semaine-ci. Donc, Nadi, s'il te plaît, la suite. 225 milliards de dollars. Donc, voilà plus ou moins, ce qu'on peut constater pour cette semaine-ci. Donc, Nadi, s'il te plaît, la suite.
La Chine et les USA ont finalisé la phase numéro 1 des négociations et le stock market a fini la semaine de manière positive. L'optimisme est revenu après la publication de la news. Donc là, pour regarder un peu ce qui se passe en parallèle avec le stock market, donc rappelez-vous, on veut voir vraiment cet engouement et ce retour, entre parenthèses, on va dire, du risque. Et d'un autre côté, qu'est-ce qu'on avait? On avait un poids, il y a un poids qui a été enlevé du marché, c'est quoi? C'est la pression négative qui était exercée par l'issue des négociations États-Unis-Chine. Donc ça faisait exactement, je crois, 18 mois comment dirais-je, qu'il y avait ce problème. Ça s'est intensifié, on va dire, cette année-ci, donc en 2019, surtout en été. Donc ça qu'on a vu le gold monter, on a vu le BTC monter, atteindre les 14 000. On pensait réellement que c'était ce digital gold qui allait servir de hedge, donc de couverture par rapport à toutes ces tensions. Le gold s'est maintenu et d'un autre côté, on voit le BTC qui est tombé. Maintenant, on voit que dernièrement, il y a la phase 1 des rencontres, enfin dire la phase 1, pardon, de la résolution de ce contentieux commercial. On a eu un représentant chinois qui est venu pour rencontrer donc le président Donald Trump avec son secrétaire, donc ministre des Finances, M. Steve Mnuchin. Et là, la phase 1 a été scellée. Et on voit quoi? Ça a plu au marché. Le marché, donc le stock market revient dans ses hautes, dans ses zones hautes. Donc là, les 3000 points pour le S&P et le Nasdaq dans la zone des 8000 points. Donc voilà, en gros, ce qui s'est passé avec, bien évidemment, la tech mise en avant. Donc d'un autre côté, ça veut dire quoi? Comme vous voyez à l'écran, le gold qui est déjà super haussier. Donc le gold a déjà tout gagné cette année-ci. Donc là, son titre de stock de valeur, pas à en dire. Rappelez-vous qu'on a un point clé, donc il faut bien séparer les choses. D'un côté, on a les tensions États-Unis-Chine qui exerçaient une pression négative sur le marché. Et d'un autre côté, on a les données macroéconomiques qui sont mauvaises et qui nous suggèrent une récession dans les prochains X temps, 6 mois, 12 mois, 18 mois. Donc ça aussi, c'est clé. Donc d'un autre côté, on enlève le côté tension États-Unis-Chine. Et au même moment qu'on avait ces tensions États-Unis-Chine, on a vu le gold monter, BTC monter, maintenant BTC qui est baissier. Donc BTC, c'est quoi exactement? Est-ce que c'est du gold digital? Pas pour le moment. Il nous manque pas mal de choses au niveau de l'infrastructure. Mais d'un autre côté, on voit quoi? On voit que sa performance, elle laisse à désirer. Donc maintenant, on voit que, tiens, quel type de performance a-t-il? Est-ce que c'est un actif à rente variable? En effet, c'en est un, mais il opère comment? Donc c'est ça, on tente de l'adosser à quelque chose, c'est dire, tiens, quand on a telle classe d'actifs qui est favorisée, le BTC va avec, ou il va en corrélation inversée, mais pour le moment, on voit qu'il est laissé comment dirais-je, il est tout seul dans son coin, et on le voit être en performance négative. Donc là, comme on le voit aujourd'hui, stock market haussier, au même titre que d'autres actifs à rente variable, et le BTC baissier pratiquement du moins 3%. Donc voilà en gros ce qu'on peut, entre parenthèses, commenter par rapport à tout cela. Donc là, le rapport BTC avec le stock market. Donc on poursuit, Nadie, s'il te plaît. Alors, graphique Bitcoin. Alors, numéro 1, on commence avec le graphique Bitcoin. Qu'est-ce qu'on constate? Ce qu'on a développé au début d'émission. Donc, on voit clairement qu'on a flirté avec la zone des 7700, 7600. Et depuis lors, on constate qu'on a un long mouvement à l'horizontale. Donc, mouvement à l'horizontale depuis quand exactement? Depuis la fin septembre, donc depuis le 23-24 septembre. Jusqu'aujourd'hui, on voit qu'on est dans cette phase à l'horizontale. On constate une chose, on a une interaction avec une moyenne mobile clé. Donc, la bleue turquoise que vous voyez à l'écran, c'est celle de 7 jours. Un peu plus haut, dans la zone des 9500, donc le niveau de support qu'on a perforé, c'est la moyenne mobile rose fuchsia, c'est celle de 30 jours. Donc, on a un méga écart entre ces deux moyennes mobiles. Donc, on aurait pu voir le prix le BTC remonter, tenter de retester cet ancien support maintenant au niveau de résistance. Mais par contre, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on reste dans le niveau bas, donc du côté bas de ce mouvement. Donc, à tout moment, on pourrait reperforer les 8000 $, et pourquoi pas baisser bien plus bas. Donc, on voit qu'on n'a pas eu un retracement quand même assez fort, et il y a toujours cette menace de perforation du support et de continuité du mouvement. Voilà, Nadie, s'il te plaît, slide suivant. Les altcoins ont été plus timides. Ethereum est toujours sous les 200 $, XRP de Ripple sous les 37 $, BNB de Binance dans la zone des 15 $, et montre des signaux de faiblesse pouvant le propulser dans la région des 12 $. Link de Chainlink a connu une magnifique semaine. La décentralisation d'Oracle capte beaucoup d'attention et le projet de loin de leader est contesté dans cette catégorie. Donc là, du côté des altcoins, c'est vraiment qui ont fait parler d'elle. Donc là, rappelez-vous, Ethereum, comme on a vu, on avait un niveau clé des 200 $. On voit qu'on a été sous ce niveau, bien qu'on ait une semaine, on va dire, positive, mais c'est pas assez. On aimerait bien voir Ethereum, enfin le ETH d'Ethereum avoir une meilleure performance. XRP de Ripple, rappelez-vous, on a leur événement Swell qui approche et c'est au mois de novembre. Et historiquement, on a remarqué que à l'avènement de cet événement, le prix du XRP tente, on va dire, pump, mais il ne faut jamais oublier une chose.
Trois services UXRP, XCurrent, XVIA et XRapid. XCurrent, XVIA, transfert transfrontalier, pool de liquidité avec du fiat. XRapid, le seul qui utilise, il y a de 220, je crois maintenant, 225, presque pratiquement 230 partenaires, et moins de 10%, donc moins de 20 réellement utilisent le XRapid. Donc là, vous voyez que ce n'est pas encore assez par rapport à cela. Donc il n'y a pas encore une fois, on va dire, cette demande du XRP. Réellement, le jeton est utilisé dans ces transferts transfrontaliers, donc c'est encore très, 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 très faible. Donc qu'est-ce qu'on voit? On a la zone clé des 30 cents. Et le XRP peine réellement à revenir au-dessus. Donc, on est entre les 25 cents, 30 cents et parfois même bien plus bas que les 25 cents. Donc, voilà en gros ce qu'on voit. Donc là, si on a encore une couche de négativité, encore, comment dirais-je, un coût donné au marché et que les prix plongent, donc là, en rapport avec le BTC, on pourrait voir un XRP se rapprocher beaucoup plus de la zone des 20 cents, du moins évoluer entre les 25 cents et les 20 cents. Du côté du BNB de Binance, on voit qu'il a été monté super haut, donc le pic de l'année c'était les 40 $. On l'a vu tomber dans la zone des 15 $ et on voit qu'il se maintient là. On voit qu'on a repris les 16 $, les 17 $, mais c'est quand même assez faible. On voit qu'il y a toute une ribambelle de produits et de partenariats, de lancements qui ont été faits, mais réellement, le jeton montre des signes de faiblesse. Rappelez-vous au même titre que le Bitcoin, si on a une poursuite et une continuité du mouvement baissier, on pourrait le voir être en dessous de la zone des 15 $ et atteindre des niveaux comme 12 $ et pourquoi pas 10 $. Et d'un autre côté, une performance réellement qui était très, très, très marquée, c'est celle du Chainlink et avec le jeton Link. Donc, il y a eu pas mal de conférences dernièrement un peu partout dans le monde et on a Sergei Navarov, qui est le PDG de Chainlink, qui a participé à tout cela et mettre en avant l'utilité des oracles décentralisés. Rappelez-vous, les intelligents ne peuvent pas avoir accès à des données en dehors de la blockchain et donc il faut bien qu'il y ait un pont qui soit fait donc là pour envoyer les données qui sont clés et que les smart contracts effectuent ce dont pourquoi ils ont été rédigés. Donc les oracles sont super, super importants et comme je le dis bien, on le voit bien, le leader dans cette catégorie, c'est le Chainlink et donc on voit bien qu'il a eu une très 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 bonne performance cette semaine-ci parce qu'il a été très 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 mis en avant. Donc il y a eu beaucoup de conférences et pas mal de choses qui ont été faites, notamment vu que c'est une ERC20, donc tout ce qui concerne Ethereum, etc., etc. Et bien évidemment les contrats intelligents et donc le jeton Link a été mis en avant et d'où cette bonne performance. Donc c'est très 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 important de pouvoir souligner cela. On voit d'autres cryptos qui peinent, mais on voit entre parenthèses le momentum par lequel est en train de passer le jeton Link est excellent. Donc voilà, Nadi, s'il te plaît, slide suivant. Graphique Ethereum. Alors Ethereum, vu que c'est la porte d'entrée, on va dire le jeton le plus important dans tout ce qui est altcoin, on regarde un peu sa performance. On voit à l'écran, donc là, fin septembre, on était dans la zone des 220-225 $. On voit comment on a chuté très 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 fort pour atteindre la zone des 160-150 et depuis lors, on s'est repris. On voit qu'on a repris la zone des 200 $ récemment, dans les dernières 48-72 heures. On a rejeté ce niveau et on revient retester la zone des 180 $ plus ou moins. Et on voit qu'on avait les moyennes mobiles, donc 7 jours en bleu turquois et en rose fuchsia, c'est 30 jours. On était au-dessus, maintenant on est revenu être en interaction avec ces moyennes mobiles, surtout celle de 7 jours, dans la zone des 180 $. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on est en train de faire une espèce de A, B, C, D baissier? Est-ce que ça, le niveau des 200 $, c'est un niveau de résistance qu'on ne va pas passer, on va dire maintenant, on va dire à court terme? Pourquoi? Est-ce que ça, c'est notre niveau de résistance? Est-ce qu'on va pivoter? Et dans un premier temps, ce serait quoi? Si on pivote et qu'on redevient baissier, donc ce serait un retour dans la zone des 170, et si on perfore ça, les 160 $ et pourquoi pas encore une fois la zone des 150 $. Donc là, voilà en gros ce qu'on voit. Mais on note une chose, c'est que le pivot a été fait de manière violente. Quand je dis violente, c'est quoi? On voit le volume baissier qui est en train de monter. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très, très, très intéressant à constater. Et donc là, ça pourrait ouvrir la porte à une continuité de ce mouvement baissier. Alors maintenant, on poursuit, Nadi, s'il te plaît. Slide suivant. Graphique BNB. Alors, Binance, qui est une crypto super, super importante. Donc rappelez-vous sa performance. Donc là, si on regarde un peu mi-septembre, on va dire la deuxième quinzaine du mois de septembre, on était dans la zone en dessous des 25 $, donc entre 25 et 22 $. On a perforé la zone psychologique des 20 $, tombé directement pour atteindre les 15 $. On est resté très, très, très longtemps en horizontal. Donc là, dernière ligne droite du mois de septembre, début du mois d'octobre. Ensuite, on voit qu'on a retesté la zone des 17-18 $. Mais qu'est-ce qu'on note? Une chose très intéressante, la diagonale. La diagonale qui est marquée, qui est effectuée par les moyennes mobiles, donc notamment celle de 7 jours et surtout celle de 30 jours, donc en gros fuchsia. Et on voit qu'à chaque fois, c'est cette moyenne mobile qui a eu le mauvais rôle, donc le rôle de rejeter le prix, donc jouer le rôle de résistance et le maintenir dans ce canal baissier. Donc on voit exactement cet effet dans la zone des 22 $, un peu plus haut déjà dans la zone des 28-30 $. Ensuite, la zone des
$26. Ensuite, dans la zone des $22-23 et maintenant dans la zone des $17-18. Donc là, si on maintient ce patron et on voit qu'on a pivoté encore à ce niveau-là, donc rejet des $18, retour aux $15 et pourquoi pas perforation du support des $15 et aller bien plus bas, comme on l'a dit en introduction, niveau de $12, $10 plus ou moins. Et on voit que le volume baissier est en train d'augmenter. Donc voilà en gros ce qu'on peut constater pour le BNB de Binance. On poursuit, Nadi, s'il te plaît. Graphique Shedlink. Alors, on termine avec le Link. Donc là, jeton ERC20. Donc, rappelez-vous les oracles, cette plateforme de contrat intelligent pour les oracles. Et on voit qu'elle est en train de connaître un très, très, très bon momentum. Rappelez-vous l'interaction avec les moyens mobiles. On a bien vu qu'en fin de mois de septembre, il y a eu beaucoup de volatilité. On voit qu'on était dans la zone des $2.10 plus ou moins. On a chuté très, très, très fort à atteindre la zone plus ou moins des $1.50. Et depuis lors, on voit qu'on s'est bien repris. On note l'interaction du prix avec les moyennes mobiles, donc là, 7 jours et 30 jours, en bleu turquoise et rose fuchsia, on voit qu'on est repassé au-dessus. On a atteint la zone des $2, on a tâtonné un peu à ce niveau-là, on a perforé cette résistance et on voit qu'on est monté directement comme une flèche, direction des $3, clôturer au $2,80, revenir retester les 2,50. Maintenant, vu qu'on est dans une phase haussière, c'est-à-dire quoi? On est au-dessus des moyennes mobiles, on voit qu'on était éloigné de celle de 7 jours, et vous voyez qu'avec la moyenne mobile bleu turquoise, on voit qu'il y a une future, on va dire, on a une presque interaction. Donc, cette moyenne nous pointe exactement les $2,46. On a eu une presque interaction de cette moyenne. Et qu'est-ce qu'on remarque? Celle de 30 jours est dans la zone des $1,92, exactement ce qui est marqué à l'écran. On voit qu'on a un spread, donc un écart conséquent entre ces deux moyennes mobiles. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc là, vu que les moyennes mobiles attirent le prix comme un aimant, on pourrait voir soit les moyennes mobiles réduire leur écart et monter, atteindre la zone de prix, ou retour de la volatilité et avoir maintenant le prix qui sera en interaction, donc qui irait rechercher, lui, une interaction avec les moyennes mobiles. Donc, on pourrait voir une continuité de ces mouvements baissiers, mais du moins, une chose est claire, c'est qu'on va avoir beaucoup de volatilité avec ce jeton. Donc là, voilà en gros ce qu'on peut constater et on va pas lui enlever les mérites du travail accompli et des bonnes performances du jeton, mais notons qu'on, comme on le voit à l'écran, on a pratiquement du 37% qui a été pris de performance durant cette semaine. Et on voit le résultat, cette montée fulgurante et flirter avec la zone des $3. Maintenant, on est compris entre les $2,50 comme support, on dira, et les $3 comme résistance. Donc, voilà exactement où se passe toute l'action avec ce jeton. Et je pense qu'on a tout couvert. On a dit, oui, exactement, oui. C'est ça, on a tout couvert. Et donc là, sachez que nous, on est là disponible tous les jours. En interne, on fait ce qu'on appelle les CryptoBlock News. Donc là, vous voyez qu'il y a des promotions qui ont été faites. Et ça, ce sont les promotions que l'on a pour le mois d'octobre. Donc voilà, jusqu'au 31 octobre, pour avoir les CryptoBlock News. Donc réservez votre place pour l'année 2020. Et d'entrée de jeu, en guise de bienvenue, vous avez déjà accès aux CryptoBlock News restants. Donc là, ce qui reste du mois d'octobre, le mois de novembre et le mois de décembre, plus toute l'année 2020. On a les Global Blocks, donc un pack avec les vidéos quotidiennes et les rapports trimestriels Global Crypto Research. Maintenant, on est en train de publier le Q4. Donc le dernier rapport trimestriel de l'année. Et on a le full team qui comprend tout ce que l'on fait durant l'année, donc les CryptoBlock News, toutes ces vidéos quotidiennes. On a les Global Crypto Research, rapports trimestriels et les rapports VAM, donc Virtual Autonomous Asset Management, rapport d'intelligence où on met sur pied des stratégies et on regarde quels sont les éléments clés, donc des actifs clés dans lesquels il y a un gros potentiel. Donc là, rappelez-vous, on a fait une vidéo de présentation où on prend comme base un scénario de récession ou de forte chute des marchés et là, exactement, venir et profiter réellement des actifs qui seraient, entre parenthèses, en solde et bien évidemment qui ont des très bons fondamentaux très solides et donc qui pourraient reprendre de bonnes performances après une phase de crise. Donc, un exemple, regardez ce qui s'est passé en 2008-2009, la chute du marché que l'on a eu, et depuis lors, des compagnies comme Apple, des compagnies comme Amazon, Google, Facebook, etc. Enfin, non, Facebook, c'était post-crise, mais d'autres compagnies, Visa, Mastercard, par exemple, et quelles sont les performances que l'on a eues avec ce genre de compagnies-là. Donc, voilà plus ou moins ce qu'on fait ici au GStream. Donc, là, vous voyez notre email, donc là, pour nous envoyer un message, et de notre côté, la page web, vous pouvez venir la visiter et regarder tout ce qui se passe. Donc voilà, pour ma part, je laisse le mot de la fin, Nadi. Donc merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine et il y a pas mal de choses aussi qui vont arriver pour le canal public. Donc là, merci à tous. Nadi, le mot de la fin. Ok, merci aussi de nous avoir écoutés. Et on se revoit la semaine prochaine et prudence dans les investissements. Allez, bye bye. Ok, ciao tout le monde. Ciao, ciao, bye bye.